la vie culturelle d'un territoire et les pratiques culturelles des habitants ne se réduisent pas, bien entendu, à l'offre du service public de la culture, puisqu'ils englobent aussi l'offre privée, dans le cas de ce qu'on appelle les industries culturelles dont on a parlé, la chaîne du livre, l'industrie du cinéma, le marché de l'art, les opérateurs de télévision ou les fournisseurs d'accès et de contenu Internet. Les élus ont assez peu de prise sur celle-ci, enfin du moins les élus locaux, hormis pour soutenir certaines librairies indépendantes ou des cinémas par des exonérations de taxes professionnelles, voire pour ces derniers par des subventions, moyennant certaines conditions. C'est la loi de Jean-Pierre Sueur de 1992. Alors, qui dit élu dit élection. Depuis plusieurs élections présidentielles, on constate que la culture en tant que telle n'est plus un enjeu électoral fort. L'État, longtemps porteur d'un modèle et d'une dynamique dominante, est en position de retrait. Tout en demeurant un acteur important, il se recentre essentiellement sur des missions et institutions nationales et a tendance à laisser aux collectivités la prise en charge des politiques territoriales, des enjeux culturels locaux et de l'aménagement culturel du territoire. Et je rajouterai, puisqu'on a parlé de la question aussi de la formation à l'administration et à la gestion culturelle, que l'État se retire aussi d'un certain nombre justement d'agences culturelles régionales qu'il cofinançait avec les régions et qui disparaissent ou qui diminuent les uns après les autres. Je suis en Rhône-Alpes où l'ANACRE est en situation difficile. Or, c'est ce type de structure qui aidait justement à l'accompagnement des compagnies. Et c'est important aussi de souligner. Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi un peu un principe qui est assez complexe, car qui doit s'occuper de cet accompagnement-là chacun ayant tendance à se renvoyer un peu la balle. Les collectivités territoriales s'affichent désormais, notamment depuis 30 à 40 ans, comme des acteurs de premier plan, ce que traduit notamment la structure des financements publics. Avec 7,6 milliards d'euros, le poids financier des collectivités est 2 fois supérieur à celui du ministère de la Culture. Dans le même temps, les responsabilités des collectivités ont été redistribuées, parfois de façon paradoxale. On a assisté à la montée en puissance des régions ainsi qu'au renforcement du rôle des départements, collectivités à qui l'on a affecté un certain nombre de compétences obligatoires, notamment les archives, la bibliothèque départementale et le schéma des enseignements artistiques pour les départements et l'inventaire pour les régions. On pourrait revenir d'ailleurs sur le pourquoi du comment de ces décentralisations, car il y a parfois des raisons qu'on ne soupçonne pas et qui sont assez surprenantes. Par exemple, les régions qui n'avaient pratiquement pas de services culturels se sont retrouvées à s'occuper de l'inventaire, alors que c'était principalement les départements qui suivaient et s'occupaient du patrimoine, et avaient pour certains créé des services départementaux de l'inventaire. Mais il y a d'autres raisons qui ont joué. Et les intercommunalités se sont développées considérablement, même si toutes, loin de là, n'ont pas décidé de se doter de compétences culturelles. Pourtant, aujourd'hui, nous pouvons faire le constat qu'une politique culturelle dynamique et appréciée par la population n'est pas forcément un gage de succès électoral, même si la culture sert encore de marque de fabrique à certains responsables de grosses collectivités, pensons à Nantes, Lille, Montpellier, etc. Bien sûr, il n'est pas rare, lors de campagnes électorales, de voir des listes concurrentes se déchirer sur le coup d'un équipement culturel. Et j'ai en mémoire, mais Romaric ici présent également à Annecy en 2008 lors du projet de réhabilitation de la scène nationale de banlieue qui est en cours. Parfois, les débats portent davantage sur le parti pris architectural d'un équipement culturel, voire sur la nature de sa programmation jugée trop grand public ou élitiste. Mais globalement, nous pouvons constater et regretter que les politiques culturelles, qui ne sont plus dans la phase de structuration et de forte professionnalisation qui les a caractérisées dans la phase précédente, hormis dans certaines interco en devenir, ne sont plus inscrites sur l'agenda politique. La gouvernance des grosses collectivités a aussi évolué. Le poids de la technostructure auprès du maire ou du président a parfois limité le rayon d'action de la délégation culturelle confiée à l'adjoint au maire ou au vice-président chargé de la culture, alors qu'on se rappelle que leur rôle a parfois été décisif, notamment dans les années 80. Par ailleurs, ce poids, compris les collectivités dans les politiques culturelles locales,
ne s'est pas traduit jusqu'alors par une image forte et une influence politique notable au niveau national. Par exemple, il n'existe toujours pas sur le net de plateforme nationale des politiques locales culturelles un peu ambitieuses ou des bonnes pratiques en la matière. Au sein des grosses associations nationales d'élus, je parle de l'Association des maires des grandes villes de France, de l'Association des maires de France, de l'Association des maires des villes moyennes, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Association des régions de France ou de l'Association des départements de France, je m'arrêterai là. Peu d'entre elles ont actuellement un permanent culture, ou culture et quelque chose, et une commission culture qui produit de la réflexion et des propositions. Alors, les choses avancent dans certaines de ces associations, mais pas très rapidement. Et puis, ça dépend aussi un peu des périodes. Si vous prenez l'ADF, que j'ai bien connu, travaillant dans un département, si le choix ou pas d'un permanent peut avoir des conséquences importantes selon qui connaît le secteur ou pas. Quand c'était Serafini qui a pris ce poste, il connaissait le milieu. Quand ça a été la personne suivante, peut-être un peu moins. Donc ça peut jouer également. Parce qu'il faut toujours se rappeler que le poids des personnes, mais vous le savez mieux que moi, est aussi importante que celle des institutions. Quant à la FNCC, qui est la Fédération nationale des collectivités pour la culture, association transversale regroupant des élus de tous les niveaux de collectivité, c'est intéressant puisqu'on y retrouve principalement des élus de ville, mais aussi de départements et de régions. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne regroupe que des adjoints à la culture et n'a pas de ce fait la même légitimité que les autres associations. Certes, le ministère de la Culture a relancé une instance consultative, le CCTDC, c'est-à-dire le Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, mais son pouvoir d'influence sur les orientations du ministère est bien faible encore. Et je pense que je suis gentil en disant cela. La formation des élus aux politiques culturelles semble aussi rester faible, même si personne, à ma connaissance, n'agrège les fréquentations des participations des élus culture au stage des organismes de formation qui peuvent exister, l'IFET pour les départements, la FNCC, etc. La qualité et les compétences des DAC, du coup, deviennent importantes et j'y ai travaillé également en tant que président de la fédération des DAC, car beaucoup d'élus, finalement, se forment sur le tas, au contact notamment de leur DAC. Les DAC sont là tous les jours et sur la durée. Les élus durent parfois, mais eux sont renouvelables. Alors, sur quoi les élus fondent-ils leur intervention en matière artistique et culturelle ? Eh bien, ils mettent souvent en avant justement les retombées de l'investissement culturel sur les territoires, soit économique ou touristique, soit symbolique comme l'image de la collectivité, l'attractivité pour faire venir des entreprises, notamment au niveau des cadres, etc. Et encore récemment, donc les deux études dont on a parlé viennent de le confirmer. Donc j'en disais un mot, mais pour abréger, je ne vais pas reprendre ces études puisqu'on vient d'en parler. Si c'était quand même pour dire que notamment pour la première, elle englobe aussi le monde de la presse, les jeux vidéo, et qu'il faut quand même bien voir qu'elle ne regroupe pas que le secteur, j'allais dire, traditionnel suivi par le ministère de la Culture. Donc au-delà de cet aspect purement économique, une politique culturelle a heureusement aussi d'autres objectifs. Elle peut favoriser la fédération d'acteurs divers autour d'un projet partagé. Mais surtout, il nous revient de toujours rappeler qu'elle doit rechercher la source de sa légitimité dans les valeurs fondatrices de l'activité artistique. Développer le sens esthétique et enrichir l'imaginaire de nos univers culturels auprès de toutes les catégories de la population. L'art est d'abord, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ce regard singulier de l'artiste qui permet un regard critique sur le monde. Aux élus, d'une part de soutenir l'offre artistique que les seules lois du marché ne permettraient pas de développer suffisamment, et d'autre part de mettre en place une politique culturelle pour créer ou favoriser les conditions de la rencontre entre les œuvres, les artistes et ceux qui ont des difficultés sociales ou symboliques à y accéder. Politique culturelle qui doit être, plus aujourd'hui encore qu'hier, à l'écoute des demandes, de la réalité des pratiques culturelles, par exemple les pratiques artistiques en amateur, pour intervenir sur le contexte social dans lequel elles s'inscrivent.
Il nous revient donc d'être vigilant en ce qui concerne le discours actuel sur le seul impact économique des politiques culturelles, qui est avant tout celui des industries culturelles, des grands musées, des festivals. Comme le dit Michel Simoneau, à force de vouloir, en raison des difficultés objectives qui sont réelles, justifier la culture, c'est-à-dire le coût des politiques culturelles publiques par son apport à l'économie, le budget devient le doigt de celui qui montre la lune. On oublie l'intérêt général qui fonde la politique publique. On oublie, comme le dit Nicolas Roméas, l'usage citoyen et vivant d'outils symboliques destinés à l'échange. Nous pourrons donc toujours prouver la puissance économique des activités culturelles, prévient-il. Si nous ne savons plus nommer leur valeur symbolique, il ne sera plus question de contenu, donc du sens propre de la culture. Alors, j'en viens à l'actualité, puisque donc on a beaucoup parlé ces derniers jours et semaines de la première des 3 lois donc de décentralisation, dit acte 3 de la décentralisation, et notamment donc de la loi Lebranchu, dite MAPAM, loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, qui a suscité légitimement des inquiétudes pour l'avenir de nos politiques culturelles publiques, au sujet notamment de la délégation de compétences de l'État vers les collectivités. Cette première loi, donc, tout d'abord, indique que les nouvelles métropoles exerceront une compétence en matière de construction et de fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt métropolitain. Mais il faut aussi préciser que les métropoles pourront englober des équipements qui étaient précédemment gérés par des conseils généraux. Ça va être le cas, par exemple, de la métropole lyonnaise avec le musée Confluence. Cette loi précise par ailleurs que la région a compétence pour promouvoir le développement culturel de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales. Et surtout, l'article 2 de cette loi prévoit que l'État peut déléguer par convention à une collectivité ou à un EPCI, donc à une intercommunalité, qui en fait la demande, l'exercice de certaines de ses compétences, et donc aussi des compétences culturelles, sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux. Question, ne sont-ils pas toujours en cause en matière d'art et de culture, ces intérêts nationaux? Cette inquiétude n'aurait peut-être pas eu de raison d'être, en tout cas à ce point, si l'on ne se trouvait pas évidemment en période de crise. On sait en effet qu'en matière de décentralisation culturelle, cela avait bien démarré. Les transferts du début des années 80, concernant notamment les archives et la lecture publique, ont été correctement financés et accompagnés, et j'insiste sur le « et accompagnés », et ont même impulsé une dynamique culturelle qui n'existait pas dans de nombreux départements. Par exemple, sur la lecture publique et la décentralisation des bibliothèques centrales de prêt, elles ont fait l'objet d'une circulaire de Jean Gattegno et elles ont été accompagnées de plans de développement culturel qui permettaient à des départements qui n'avaient aucune pratique, puisqu'il n'y avait pas de service culturel dans bon nombre de départements à ce moment-là, de les accompagner à la fois en termes de méthodologie, mais également de les accompagner, par exemple, sur le financement à 50% pendant 3 ans de postes de bibliothécaires nouveaux au-delà de ce qui était transféré. Et il est resté dans la dotation générale de décentralisation une aide de l'État à l'investissement des médiathèques et des bibliothèques, c'est-à-dire que l'État n'a pas profité de la décentralisation pour se désengager complètement. Et il continue à aider cette dotation, même si la dotation est la même et que selon les années, plus il y a de création de médiathèques, ou si par exemple dans le chef-lieu régional il y a une grosse médiathèque, évidemment ça va avoir des répercussions sur d'autres bibliothèques qui demandent la même année. En 2004, la décentralisation des enseignements artistiques a manqué cruellement de concertation préalable et a été édictée sans moyens correspondants. Cela a amené par exemple les régions à refuser de prendre la compétence sur les enseignements préprofessionnels, le fameux CEPI, cycle d'enseignement professionnel initial. Résultat, depuis 2 ans, le ministère qui a gardé la gestion des crédits pour les CRR, Conservatoire rayonnement régional, baisse ses subventions de 25% chaque année. Enfin, ça avait démarré à moins 5-6%, moins 25% 2013 et moins 25% 2014. Certes, ça représente qu'à peu près 8% du budget des conservatoires, mais c'est quand même extrêmement important. Sur le conservatoire rayonnement régional de l'agglomération d'Annecy, c'est 60 000 € quand même qu'il faut retrouver. La ministre s'est justifiée récemment sur France Culture de ce jeu de vase communicant en faveur de l'éducation artistique et culturelle,
entre parenthèses, comme si les conservatoires, alors que ne s'investissaient pas en matière d'éducation artistique et culturelle, en demandant aux régions de prendre leurs responsabilités. Point d'exclamation. Et quand elle ajoute que la compétence du ministère de la Culture, c'est l'enseignement supérieur, quelle conclusion en tirer quant au contrôle de l'État et de la labellisation des établissements qu'il est censé conduire? Voilà. Et c'est là où c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire d'accompagnement. Alors je peux vous donner des exemples. Je me suis occupé du premier schéma départemental des enseignements artistiques dans le département où je travaillais, donc en Haute-Savoie, avant de travailler dans l'agglomération d'Annecy. On manquait il n'y a que 3 écoles municipales, elles sont toutes associatives dans ce département, et on manquait de classement pour que certaines écoles deviennent, étant classées, des centres, des têtes de réseau, pour pouvoir justement travailler, favoriser le travail en intercommunalité autour. Et quand on demandait au comité de pilotage à ce que soit l'inspecteur de musique en région, qui d'ailleurs habite Paris, ou quelqu'un de la DRAC, ou que le conseiller musique DRAC vienne nous rejoindre, nous ont dit on vous a décentralisé maintenant, enfin moi un DRAC que je ne nommerai pas, qui n'est plus DRAC aujourd'hui en Rhône-Alpes, qui l'était précédemment, a dit mais de quoi vous me parlez, on vous l'a refilé, maintenant débrouillez-vous quoi. Voilà. Donc je vous parle de choses concrètes que j'ai vécues et pas uniquement de discours. Donc si certains trouvent désuet le contrôle scientifique et culturel de l'État, si d'autres l'ont estimé technocratique, ce qui a pu être parfois vrai, il n'empêche qu'il a poussé les élus locaux à mettre leurs équipements à un niveau professionnel sur l'ensemble du territoire. Je prends l'exemple sur les bibliothèques. On a souvent critiqué le fait que pour pouvoir être aidé par l'État, il fallait créer un poste de bibliothécaire professionnel et avoir une surface de 0,07 m² par habitant. C'est vrai qu'on peut rire sur qui a inventé ce chiffre. N'empêche que souvent, les élus ne prévoient pas l'extension de leur population et qu'une surface édictée comme ça nationalement a permis la plupart du temps, si vous interviewez la plupart maintenant des élus locaux, ils ne regrettent pas finalement d'avoir appliqué cette surface minimum, car en général, ils sont rattrapés par les faits et leurs bibliothèques... on ne refait pas une bibliothèque tous les 5 ans non plus, quoi. Mais encore faut-il que cette décentralisation culturelle soit pensée, concertée, expérimentée. Et par exemple, en Bretagne, on aurait pu expérimenter, avant de la rendre possible à la va-vite dans le cadre d'une loi, qu'elle soit ensuite évaluée, puis une fois mise en œuvre, contrôlée en termes de suivi des transferts financiers. Il aurait fallu, comme l'avait demandé le 5 décembre la FNCC, que cette loi précise que dans le domaine culturel, la délégation de compétences concernait la gestion de certains outils avec lesquels l'État exerce ses compétences et non la compétence elle-même. Une telle formulation aurait été en phase avec l'esprit de la décentralisation culturelle que nous défendons, laquelle consiste en une co-construction aussi étroite que possible entre l'État et les collectivités territoriales au nom de leur égale responsabilité nationale en la matière. Je voudrais juste conclure mon propos liminaire, parce qu'on aura l'occasion, j'espère, de discuter tout à l'heure, par le fait que tout cela va de pair avec une évolution de nos politiques culturelles. Aujourd'hui, les collectivités ne se contentent plus de proposer une panoplie plus ou moins large de services de proximité. Nombre d'entre elles, heureusement, sont porteuses de projets innovants, que vous connaissez, l'accueil d'artistes en résidence, favorisant des rencontres avec la population, l'ouverture de friches ou lieux d'expérimentation, des lieux de pratique artistique, etc. Des projets qui ont à cœur de prendre en compte l'évolution aussi des pratiques culturelles des habitants et la révolution du numérique. De nombreuses collectivités cherchent aussi à rayonner au-delà des frontières communales, voire à fédérer les réseaux, mutualiser des services. Et les politiques culturelles sont désormais au cœur des réflexions sur le développement urbain, l'aménagement du territoire et l'environnement, le développement social, l'éducation artistique et culturelle, etc. La politique culturelle ne doit pas y perdre son âme, car la culture devrait être une dimension des différentes politiques. Le 1% artistique sur les nouvelles constructions, les parcours d'éducation artistique et culturelle, l'accompagnement culturel de RMistes, les propositions culturelles dans le cadre des schémas prospectifs d'aménagement du territoire, autant d'exemples
où nous, professionnels de la culture, ne devons pas avoir peur d'appréhender d'autres univers professionnels, mais avons au contraire à gagner de comprendre d'autres logiques pour y insuffler la nécessité de l'art et de la culture dans la cité. Je vous remercie.